Donc, autour de la table, Clément Aura, salut Clément. Salut Stéphane. Prof à la Sorbonne et à Sciences Po. Bénédicte Tilloy, salut Bénédicte, entrepreneur, notamment Ask for the Moon. Et Guy Mamoumani, salut Guy. Bonjour. Co-fondateur et co-président du groupe Open et ancien prof de maths. Tout à fait. Et donc Guy, commençons quand même avec ce que j'ai appelé la guerre des intelligences. Tu me dis que le titre a déjà été pris, la guerre. Ah oui, c'est le titre d'un essai de Laurent Alexandre, il y a à peu près 4 ou 5 ans, sur lequel je me suis beaucoup insurgé d'ailleurs, mais... Avant qu'il vrille ou... Oui, c'est ça, avant qu'il vrille. C'était le Laurent Alexandre intéressant, oui, pas tout à le... fait, Oui, d'accord. Oui, il avait d'ailleurs un certain nombre d'observations intéressantes sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les différents métiers. C'est en ça d'ailleurs que j'étais en désaccord avec lui parce qu'il voyait une suppression de tous les métiers par l'intelligence artificielle. Il n'y aura plus de radiologues, il n'y aura plus d'informaticiens, etc. Et je lui dis, alors toi, tu annonces qu'il ne va plus y avoir d'informaticiens, et moi, j'en recrute 1000, et je pourrais en recruter encore 1000 de plus si j'en trouvais. Il en manque 50 000 par an. Enfin bref, c'est très grave de faire ça parce que finalement, ça décourage la jeunesse de choisir ses métiers. Oui, tu as raison, je ne voyais pas ça sous cet angle. Ouais. Alors c'est un peu excessif, mais... on voit bien aujourd'hui quand même qu'il y avait une certaine dose de réalité. On a commencé, alors d'abord, avant d'aller sur le sujet qui t'intéresse, qui intéresse Clément, qui intéresse Bénédicte, qui nous intéresse tous, c'est-à-dire le sujet de l'enseignement quand même. Donc c'était il y a 3 semaines, vous étiez venus, on avait commencé à en parler. Depuis donc, on a adoption foudroyante, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Dit une étude américaine, il y a toujours une étude américaine pour tout, et il y en a une pour ça. Il en avait fallu 9 à TikTok pour arriver au même stade. Voilà. Mais en même temps, je trouve que c'est pas comparable. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. TikTok est un truc beaucoup plus ludique. C'est très facile d'adopter TikTok. ChatGPT, il fallait quand même s'inscrire, faut aller poser des questions, faut avoir des... Enfin bon, voilà. Donc ça correspond à un besoin quand même, non, quelque part. Enfin, alors, une adoption si foudroyante, si rapide d'un truc qui aurait pu rester, et c'est peut-être ça d'ailleurs que pensait OpenAI, qui aurait pu rester quand même dans des cercles confidentiels comme le nôtre. J'ai 2 ou 3 choses à dire là. Vas-y. Bon, la première, c'est que là, tu as comparé avec TikTok, mais si je prends l'exemple de l'aviation, des avions, pour qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs, il a fallu 65 ans. Donc on voit bien le rapport. Et je dirais que c'est l'iPhone, combien? Je sais pas, j'ai pas regardé l'iPhone. Et l'iPhone, je l'avais le chiffre. Mais sans doute quelques années. Oui, sans doute quelques années. Alors ça m'inspire justement un des sujets de la transformation numérique qui est, en fait, c'est d'abord une rupture de code, des changements, vraiment de relations, etc. Mais aussi une vitesse. Et c'est ça qui crée une anxiété et un rejet. C'est parce qu'il y a une vraie déstabilisation par rapport à ces innovations. Et c'est un des points qui est très embêtant et qu'il faut justement, et c'est un peu ce qu'on avait commencé à faire la dernière fois, il faut expliquer, former de façon à ne pas voir ça de façon uniquement négative. Bien sûr, sans angélisme, mais surtout voir l'apport que ça peut avoir. Vitesse d'adoption, Bénédicte, un truc? Je me rappelle, c'était en 2017, je suis allée faire une formation à la Singularity University. Il était question à l'époque du CRISP, dont je ne sais plus exactement le terme, mais qui était notre prix Nobel de chimie. La façon dont les Chinois trifouillent le génome. Oui, c'est ça. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'était que les recommandations... Pourquoi les Chinois? On a un prix Nobel de chimie là-dessus. Oui, mais à l'époque, il s'agissait beaucoup des Chinois et du fait que les Chinois seraient en train d'inventer un homme de laboratoire. Et je me rappelle de la recommandation qui était faite par les profs qui nous avaient fait ce talk. C'était, il faut d'ores et déjà, dans les classes maternelles, apprendre aux enfants à se servir des nouvelles technologies, parce que c'est eux qui seront aux commandes. Et ça allait jusqu'à les recommander aux enfants. Et là, au départ, on était un peu déstabilisés à l'idée de confier de telles responsabilités à des enfants, mais c'était l'apprentissage de la gouvernance de ces choix cornéliens auxquels l'intelligence allait nous confronter. Et je trouvais ça... Enfin, moi, j'ai été très déstabilisée positivement par cette recommandation. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Clément, c'est un grand débat, ça, qu'on a eu ensemble, Guy. Oui. Le code à l'école. Absolument. Je suis très très réticent. Comme ma femme. Très bien. Inspectrice de l'éducation nationale, on le sait. On le sait. Je crois que si tu veux réfléchir à la gouvernance, il vaut mieux réfléchir dans Montaigne qu'en apprenant du code. Mais c'est un beau débat. Clément ? Mais je crois que quand on est prof, il y a toujours une ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a quand même envie d'être, bien sûr, maître de son cours, de sa pédagogie, de son savoir. Et alors,
ce moment-là, il y a quand même un conflit intérieur qui naît. C'est la nouveauté, elle est parfois une source de remise en cause, et c'est jamais très confortable. On n'est pas toujours spontanément ouvert à de nouvelles pédagogies. Puis en même temps, il y a quand même a priori l'amour du métier qui fait qu'on a quand même envie, ne serait-ce que par curiosité, d'essayer autre chose. Donc, à mon avis, dans le monde de l'enseignement, dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement supérieur en particulier, on est tous un petit peu entre les deux. Et puis évidemment, il y a certains qui sont peut-être un peu plus progressistes, entre guillemets, qui vont tenter et puis essayer d'amender leur façon d'enseigner avec ça. Et puis ceux qui sont un peu plus peut-être réfractaires au changement et qui vont tout de suite se fermer en disant alors le code, quelle horreur, le ChatGPT, quelle horreur, la calculatrice en maths, quelle horreur, etc. Parce que quelque part, ça remet un petit peu en cause la manière dont on enseigne, la manière dont on va faire cours, oui, mais on évalue. Clément, on est d'accord. Ça, c'est difficile. Moi, le petit problème que j'ai avec ChatGPT, par exemple, c'est, on va dire, l'école, au sens large. Il ne faut y toucher qu'avec une main tremblante, comme disait l'autre. C'est-à-dire, il faut quand même du temps. Tu ne peux pas y faire rentrer la dernière innovation à la mode, comme ça, sur un coup de tête, parce qu'un truc éclate tout le monde se marre pendant 2 mois autour de ChatGPT, et dire, ouais, super, j'ai travaillé avec à la Sorbonne. C'est pas possible. Ce qu'il faut toucher avec une main tremblante, c'est peut-être, disons, le contenu, les grandes orientations des programmes. La formation intellectuelle, l'application avec quelles méthodes et quels outils, franchement, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas l'église avec un grand E, quoi. Je veux dire. Non, c'est pas l'église, mais je sais qu'on voit l'école comme un lieu de sacré, mais enfin, honnêtement, je vais employer des grands mots. Je vais employer des grands mots. Essayez peut-être un petit peu d'épargner ceux qui ont encore la chance de pouvoir réfléchir de ce que décrivait Guy, c'est-à-dire du fracas du monde et de cette rapidité absolue qui semble balayer tous les concepts les uns derrière les autres. Voilà, c'est ça. Alors, il y a juste un problème. Moi, je crois qu'il y a un problème avec ce raisonnement, c'est que c'est penser que hors de temps scolaire, les étudiants, les enseignants, les élèves ne vont pas l'utiliser. Mais bien sûr, j'ai aucun problème avec ça. Il y a cette idée que le temps scolaire va toujours être un petit peu décalé. Oui. Et en conflit, du coup, avec le temps extérieur. Quelque part, ça remet même en cause l'existence parfois de certains cours. De toute façon, puisqu'on peut le faire, sous-entendu à côté, autrement, pourquoi s'embêter à le faire. Et moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on change la pédagogie tout le temps, mais honnêtement, quand il y a des changements qui sont des changements de progrès ou des changements avec vraiment des applications qui peuvent être vraiment très, très multiples, c'est vrai sur l'intelligence artificielle, mais c'était vrai avec l'informatique de manière beaucoup plus large, il ne faut pas que l'école... et on a eu cette tendance en France à complètement isolée du reste. Et honnêtement, moi j'ai passé des concours où on présentait la leçon avec des transparents. J'ai passé en 2018. Voilà, des transparents. Des transparents. Des transparents pour le jury. J'ai passé les transparents. Non mais voilà, et il y avait encore le vieux vidéoprojecteur. Quand on l'allumait, on s'éblouissait et on n'entendait plus rien. Donc Clément, on s'en fout. Voilà. Et alors, c'est un petit peu décalé quand même. L'éducation nationale est parfois quand même un peu décalée. Si tu peux éviter le détour par PowerPoint, tu sais, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps. D'abord, Stéphane. Attends, parce que je voulais dire, il y a 3 points importants, tu veux, dans ce que tu avais écrit là, dans les Échos. Mm-hmm. Tu dis 1. Ne pas transiger sur les savoirs de base. Voilà. 2. Alors, si tu cites, je ne sais plus qui, si ChatGPT réussit l'examen, il faut changer l'examen. Alain Goudet, le prof de Neoma. Et 3, ce que tu disais, c'est-à-dire il faut se former. Voilà. Alors, juste pour rebondir sur cela et ce que tu viens de dire, quand on dit qu'il faut apprendre à coder, c'est très réducteur. En fait, c'est pas apprendre à coder, c'est apprendre à comprendre ce qu'est le numérique. Il suffit de voir le programme de seconde de l'option ISN, je crois, informatique et sciences numériques, pour voir que c'est très très important. C'est apprendre par exemple ce qu'est une donnée, apprendre ce qu'est un algorithme. Donc on est très loin du coder. Alors on fait un peu de Python en plus pour comprendre un peu ce que c'est. Mais ce qui est très important et qui dépasse ChatGPT, c'est d'apprendre ce qu'est le numérique. Puisque là, par contre, il n'y a pas de discussion. C'est pas une mode. Et donc c'est pas que ChatGPT, c'est l'IA, c'est comprendre tout ça. Donc c'est très important. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, vous reconnaîtrez là l'ancien enseignant, il faut différencier l'acquisition, l'entraînement, le contrôle. Et ces 3 parties de l'enseignement se traitent différemment en fonction des technologies qu'on va avoir. Donc, par exemple, dans l'acquisition, et c'est pour ça que je suis très vigilant aux fondamentaux, il n'est pas question de ne pas avoir un enseignant qui travaille avec des élèves, qui les fasse réfléchir et qui les fasse aboutir à comprendre ce qu'est une notion.
Qu'après, dans l'entraînement, on utilise des outils, c'est la moindre des choses. Qu'au niveau des contrôles, comme on l'a dit la dernière fois, on tienne compte qu'ils ont ces outils pour faire passer des contrôles en tenant compte, c'est une autre histoire. Mais ça n'exclut certainement pas, et c'est pour ça que j'ai voulu insister, et c'est souvent la critique qu'on nous envoie. Hein. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas apprendre à calculer pour utiliser une calculatrice. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas apprendre à lire ou à écrire. D'ailleurs, je suis contre. J'entends de temps en temps des pays qui ont fait disparaître l'écriture manuelle. Mais je suis contre ça. Parce que je pense, et ça je crois que ça a été assez prouvé, que psychologiquement, le fait d'écrire est formateur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas caricaturer. Oui, je comprends. Voilà. C'est même anthropologique d'ailleurs. La relation entre la main et la tête, ça a été démontré. Exactement. En fait. Bon, et d'ailleurs, alors je sais pas. On est plutôt convaincus. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord. Oui, non, c'est intéressant. Entre nous, là. C'est intéressant. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous pouvez lire la tribune de Éric Sadin, le philosophe, qui m'a mis vraiment... Mais je ne sais pas qui c'est, moi. Éric Sadin, c'est un philosophe, un type de très très haut niveau, je crois qu'il est normalien d'ailleurs, et qui est vraiment ce que j'appelle le résistant à la révolution, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il voit tous les mauvais côtés du numérique. Et il y en a, je ne dis pas. Hein, mais il est allé même faire une tribune pour expliquer que c'était dangereux, que les ingénieurs étaient dangereux. Bon, comme quoi, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. En fait, ce qui est pas complètement faux, les ingénieurs sont dangereux. Non, les ingénieurs ne sont pas dangereux. Il peut y avoir des ingénieurs dangereux, mais ce n'est pas... Tu connais cette phrase. L'éthique dans la transformation numérique est impossible. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu connais cette phrase attribuée à Dassault Père ? Il y a 3 moyens de se ruiner, les jeux, les femmes, mais le plus sûr de loin reste les ingénieurs. Très bon. Voilà. Non, je ne sais pas si devoir de réserve, évidemment, sur ton école, etc. et tout, mais je trouve qu'on a été très très dur. Donc Sciences Po a été une des premières à réagir. Et en fait, j'ai lu ce que disait le directeur de la formation de Sciences Po. Je trouve qu'on a été très très dur avec lui parce qu'il disait exactement ce que disait Guy. C'est-à-dire, il disait, si vous l'utilisez, utilisez-le dans un cadre pédagogique. Bon, il a quand même utilisé le mot interdiction, et ça c'est fatal. Oui, mais il a dit pour l'instant, et si vous l'utilisez dans un cadre pédagogique. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé que... Il fallait lire un peu plus loin, c'est vrai, que le mot interdiction. Ouais. Mais là, disons que c'était d'abord une réaction, on va dire, à l'approche, notamment pour des examens de mai, etc. Une première réaction, c'est vraiment la crainte du plagiat déguisé. C'est-à-dire que à Sciences Po, comme dans beaucoup d'universités, mais à Sciences Po en particulier, il y a énormément de mémoires, de travaux personnels à rendre. Et donc, vu que cette modalité d'évaluation est sans doute plus présente qu'ailleurs, donc j'enseigne aussi à la Sorbonne, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins, par exemple, forcément, il y a eu la crainte un peu spontanée devant ce nouvel outil que les étudiants, non seulement utilisent ChatGPT comme aide, mais en fait qu'ils fassent écrire des pages de mémoire entières par cette technologie dont on n'est pas sûr, et à l'époque où le directeur de la formation de la recherche écrit, donc on n'est pas sûr de pouvoir bien le détecter aussi, c'est quand même ça. Le plagiat, tous nos étudiants qui nous rendent des devoirs, on les passe à l'anti-plagiat automatiquement, on a tous nos adresses mail avec un anti-plagiat, qui fait que de toute façon, c'est très performant, ils ne peuvent pas tellement tricher de ce point de vue-là. Par contre, là, on est devant un phénomène nouveau, et la première crainte effectivement que le mail évoque, c'est que il y a un problème de propriété intellectuelle et que l'étudiant triche. En fait, c'est un problème de fraude. Tout à fait. Qui est d'abord évoqué. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Sciences Po, mais comme d'autres, ont organisé tout un travail de réflexion sur comment on va l'appliquer effectivement à la pédagogie du futur. Alors, c'est vrai que Sciences Po a un gros fonds de dotation avec le projet Tired, donc qui est un projet de financement, notamment pour la transition numérique, etc., donc de recherche. Et donc, il y aura pas mal de réflexions autour de ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, la crainte sur le semestre, là, au moment où ça émerge un peu spontanément, c'est de dire attention à ce qu'on ne se retrouve pas avec un mémoire sur 2 écrit ou en partie écrit avec l'intelligence artificielle. C'est très intéressant parce que j'ai vu émerger ça aussi là dans les commentaires les plus récents. Donc, il y a eu cette adoption fulgurante. L'autre élément quand même majeur par rapport à ce qu'on se disait il y a 3 semaines, c'est qu'en fait, et ça, Mathieu Courtecuisse était venu nous le dire, le fondateur de SIA Partners, Google et Meta ne sont absolument pas largués. Simplement, comme la machine peut quand même assez facilement se gourer et dire n'importe quoi, quand même assez facilement. Si vous avez, j'ai déjà parlé de l'épisode des œufs de vache, les choses comme ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, et là-dessus c'est vrai, c'est-à-dire il est compliqué, j'ai compris ça, pour une intelligence artificielle de remettre en cause la question qui lui est posée.
Elle cherche à répondre, elle cherche à faire son boulot, quoi. Elle cherche D'ailleurs, à ça prouve qu'elle a des limites. Voilà, elle cherche à faire ce pourquoi elle est faite. Attends, parce que le truc, c'est qu'effectivement, donc, Google a dégainé son système, dont j'ai oublié le nom. Comme le truc n'est pas fiable, Google, vu sa responsabilité colossale, mondiale, considérable, il n'est pas question de le mettre aujourd'hui dans la barre de recherche, mais ça viendra. Et là, effectivement, sur le plagiat, à partir du moment où tu vas te retrouver, c'est-à-dire que dans quelques années, peut-être quelques mois, le moteur de recherche ne nous enverra plus sur des liens qui, pour certains d'entre eux, sont ultra pertinents et donc payants, et donc rémunèrent ceux qui ont fait leur travail, mais va agréger l'ensemble de ces travaux. Et en fait, on va rentrer effectivement dans un espèce de monde de plagiat permanent. Oui. Sans doute. Oui, mais c'est et enfin un reste, en fait, de trucs qui vont. Exactement. Pour l'évaluation, c'est là où ça pose un souci. Pour le reste, après, dans la vie quotidienne, ça peut être très pratique. Hein. Y compris professionnel. Si tu veux, pour le droit de propriété intellectuelle, ça pose un sacré problème. Il y aura sans doute, pour le droit d'auteur, ça pose un sacré problème. Je crois d'ailleurs qu'il est sorti une version qui arrive à détecter que c'est de l'intelligence artificielle. J'ai vu ça passer. Écoute, des gars, en fait, Boss essaye de faire. Oui. Pour l'instant, c'est 50-50. Enfin voilà, à peu près, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a fait sourire voir Google, Facebook en train de dire finalement, nous aussi on y est. Ah, tu crois pas ? Et surtout, il y a eu toute une intervention de Yann Lequin, pour qui j'ai le plus profond respect, prix Turing, mais ça m'a fait penser à Kodak. Voilà, c'est-à-dire, nous, on savait faire, mais on l'a pas fait. Et là, on voit que des ingénieurs n'ont pas toujours raison, parce que Yann Lequin, qu'est-ce qu'il dit ? Et à juste titre, il dit la technologie qui est utilisée, ça existe depuis des années. Donc l'un des directeurs de l'IA de Facebook. Oui, le patron de la R&D de Facebook, il me semble. Il y est depuis tellement longtemps qu'à mon avis, il doit être président d'honneur maintenant. Non, mais enfin, c'est vraiment quelqu'un d'incontestable. Hein. Mais absolument. J'ai l'impression, humblement, de voir quelqu'un qui n'a pas compris que ce n'est pas une question technologique, OpenAI. C'est pas le ChatGPT, c'est une couche qui a permis à la société d'accéder à l'IA. Et ça, tous les ingénieurs de la Terre, et là on revient au sujet, n'avaient pas compris ça. Ils avaient fait des outils qui sont formidables, très pointus, y compris Google, et pour lesquels le premier Pékin venu dont je fais partie n'avait pas accès. Et là, maintenant, ils sont tous en train de dire, mais nous aussi, on savait faire. Et ça me fait vraiment penser, alors ça me fait rire, parce que dire que Google se fait kodakiser, c'est quand même un comble. Ouais, mais c'est quand même un comble. Guy, tu comprends, ils peuvent pas, c'est pas possible. Google peut pas... Une start-up comme OpenAI peut tout se permettre. Elle n'a même aucune responsabilité légale. Mathieu insistait beaucoup quand il est venu voir sur les responsabilités légales de ces énormes boîtes aujourd'hui. Donc s'ils l'ont, ils ne peuvent pas s'amuser avec et demander aux milliards de gens qui utilisent leurs services. Mais il ne faut pas qu'ils sous-estiment l'apport sociétal. Je répète, sans doute, c'est très intéressant. Et non pas technique de ChatGPT. Bénédicte, j'ai rien à rajouter. Si, tu as à rajouter ce que tu vis à travers, notamment sans doute Ask for the Moon, ce que je vis moi dans le travail que je peux faire avec les entreprises. Je ne sais plus d'où je sors cette phrase, mais jusqu'à présent, l'IA, c'était comme le sexe adolescent, tout le monde en rêve, tout le monde en parle, personne ne le fait. Ouais. Et il y avait de ça, c'était une déception permanente, notamment je travaille beaucoup avec les fonctions finance et tout, déception permanente de toutes les utilisations d'IA. Voilà, et donc ce que tu me dis là, Guy, me dit, oui, effectivement, la phrase clé, c'est... Guy a parfaitement raison, en fait, c'est des révolutions d'usage. Ouais, c'est ça. Et en fait, chaque fois qu'il y a une révolution d'usage, en fait, il y a un nombre de personnes concernées qui devient spectaculaire. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que... Et en même temps, moi, ce que ça me dit, c'est que on ne peut pas dissocier ce que l'on fait et la manière dont on le fait. C'est ça, la culture d'entreprise. Et ça me rappelle certains patrons qui, à une période, considéraient que la manière dont étaient faites les choses n'était pas importante. Ce qui était important, c'était l'objectif qu'on poursuivait. En fait, c'est faux. Aujourd'hui, la manière dont on fait les choses et les choses elles-mêmes, c'est imbriqué. Et je crois que c'est une des grandes leçons du numérique. Et donc, les médias, en fait, les médias l'emportent sur les résultats qu'on cherche à obtenir. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on déplace en permanence... Je n'ai pas compris cette phrase, Bénédicte. Les médias l'emportent sur les résultats qu'on cherche à obtenir. Quand tu cherches à faire quelque chose, jusqu'à présent, tu avais un monde dans lequel tu avais des gens qui concevaient,
quelque chose et d'autres qui l'exécutaient. Ok. Et avec le monde numérique, tu conçois et tu exécutes en D'accord. permanence, en même temps. Et si tu n'es pas... parce que, et comme les cycles sont en train d'aller de plus en plus vite, tu as drôlement intérêt à comprendre comment les choses sont exécutées si tu ne veux pas rater, en fait, les futurs usages. Et ça, pour moi, c'est une révolution, y compris de la gouvernance des entreprises, et qui doit remettre en question la façon dont on les dirige. Il faut accepter le fait de travailler beaucoup plus par batch successifs, par essais-erreurs successifs. Et ça, c'est une révolution, une transformation du mode de management qui me semble n'est pas encore complètement acquise dans toutes les organisations. Et ChatGPT, c'en est la preuve manifeste. Les interfaces homme-machine se déplacent tellement vite que si on ne colle pas à la manière dont les choses sont exécutées, on perd complètement la vision stratégique de son entreprise. Et donc, c'est aussi Et ce ne sera pas facile pour les grandes entreprises. Ah ben, clairement. Et c'est quand même incroyable de se dire que Google est ubérisé. C'est-à-dire, en fait, on a vu naître Google. Mais je ne suis pas sûr de ça, moi. J'entends ce que tu dis, je ne suis pas sûr du tout. Ben, en fait, c'est une révolution d'usage, ça, on est obligé de le voir. Oui. Qui va être utilisée par des tas de gens qui ne savent pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc elle va servir... Modulo, comme on dit, l'ensemble des biais, des erreurs factuelles qui vont faire partie... qui vont être compliquées à détecter, Comme aujourd'hui, dans tous les programmes qui sont exécutés après avoir été pensés, il y a des erreurs qui sont commises. Sauf que là, en fait, la manière dont la conception et l'exécution se font en même temps, ça va tout changer sur la façon de diriger. Regarde dans ma tribune, justement, j'ai fait une illustration de ça avec les calculatrices, en disant... Quand on enseigne avec une calculatrice, on enseigne d'abord le calcul mental pour avoir un ordre de grandeur. Ouais. Tu demandes à un enfant ou à un adulte de faire 5320 fois 2414. S'il te dit, ça fait, 100 milliards, ça veut dire que le gars, il n'a pas compris. Ouais. Et avec ChatGPT, ça va être pareil. Il faut que les gens soient responsables, comprennent ce qu'ils font, de façon à ce que le résultat, soit cohérent. C'est tout le travail des enseignants, d'ailleurs, hein. Moi, je suis en train d'essayer de faire 5000 par 2000 depuis que... Ça fait 10 millions, si tu veux savoir, ça fait 10 millions. Hein. Et donc, si tu continues à concevoir d'un côté et à laisser ChatGPT dans son coin être utilisé dans d'autres usages, non, mais parce que ce qui colle tout à fait avec ce que tu disais au début, Guy, alors peut-être qu'on va la revoir d'ailleurs, je la montrais déjà la semaine dernière, l'image du baromètre numérique réalisé donc tous les ans par l'ARCEP et l'ARCOM, qui montre que les plus jeunes J'ai vu ça. Se sentent dépassés par leurs outils. Oui. C'est très surprenant parce que les idées reçues veulent que ce sont les plus vieux qui n'ont pas réussi leur inclusion dans le numérique, mais on s'aperçoit que les plus jeunes qui savent utiliser parfaitement les réseaux sociaux, qui savent utiliser parfaitement des jeux vidéo, lorsque vous leur mettez la déclaration d'impôt entre les mains, ils sont perdus. Et voilà. C'est exactement. Quoi, il y a un travail. Bon, je ne veux pas revenir encore sur mon leitmotiv de l'éducation. Hein. Ouais, mais c'est super important quand même. Pour moi, c'est numéro un. C'est le sujet numéro un pour tout le monde. Hein. Bien sûr, c'est super. C'est ça. Déclaration d'impôt, passe Navigo, l'ensemble des démarches Internet qui ne sont pas des super apps designées par quand bien même, de merveilleux ingénieurs. Tu ne peux pas dissocier le métier et l'IA. C'est une IA au service d'un métier. Tu ne comprends pas le métier, tu ne comprends pas le système. Sur ces bons mots, sages paroles, nous allons marquer une pause.